Né à Danville, Yvon Vallière consacre 34 ans de sa vie à la politique provinciale. Élu député libéral dans Richmond en 1973, il cumule par la suite les fonctions de président de commission, de whip en chef, de ministre et de président de l'Assemblée nationale. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Vallière. Bonjour. Bienvenue à Mémoire des députés. C'est un plaisir. En 1998, étiez-vous partisan de la venue de Jean Charest au Québec? Définitivement. Moi, je suis de ceux qui l'ai sollicité. Je l'avais même sollicité quelque temps avant ça. Alors, j'étais très favorable. J'ai eu l'occasion de le connaître à Sherbrooke et comme ministre au fédéral également. Donc, jeune, dynamique. Pour moi, c'était l'occasion pour le Parti libéral. Je ne parle pas d'un sauveur, là, mais c'était l'occasion de reprendre les rênes du gouvernement au Québec. Vous êtes très explicite là-dedans. Oui, exact. Enfin, c'était, je pense, nécessaire d'avoir un bon leadership. Et puis, je pense que M. Charest avait démontré au référendum et à d'autres occasions qui était le leader dont nous avions besoin. Et je n'ai vraiment pas été déçu, moi, mais comme pas du tout, de son arrivée. Évidemment, il y a eu une période d'adaptation entre ce qu'il avait vécu au fédéral et puis étant au Québec. Mais il s'est très vite approprié ses nouvelles responsabilités. Donc, vous étiez actif dans sa venue, son arrivée, son accueil? Oui, je suis même occupé du recrutement dans certaines circonscriptions pour s'assurer que le leadership se passerait bien, qu'il puisse gagner le leadership. J'étais très content de ça parce que ça m'a permis de découvrir un petit peu plus M. Charest, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Et par la suite, on connaît la suite des choses, ça a très bien été, mais au début, c'est jamais évident hein, quand quelqu'un se présente comme chef. Non, surtout quelqu'un de l'extérieur, si vous voulez. Voilà, quelqu'un de l'extérieur qui venait du fédéral. Et d'un conservateur fédéral aussi. Oui, et puis conservateur. Alors, ça donnait aussi peut-être un autre signal, ça, d'ouverture de la part du Parti libéral du Québec. Et puis aussi du fait que peut-être pour une des premières fois, beaucoup de gens un peu plus âgés se sont rendus compte que le Parti libéral du Canada ou le Parti libéral du Québec, c'est pas la même affaire. Et que de voir un ancien conservateur, un conservateur qui est très en vue au fédéral, se présenter pour chez nous, quelqu'un qui croyait aux valeurs de notre formation politique, aux valeurs libérales du Québec, s'associe à nous. Je pense que c'était très bon pour, pas seulement le Québec, mais c'était bon pour le Parti libéral du Québec d'agir avec ouverture comme ça a été fait. En 2001, vous avez présidé une commission qui examinait le problème de violence dans le hockey mineur au Québec. Est-ce que vos recommandations à la suite de cette enquête ont mené au changement que vous aurez voulu? D'abord, c'était une commission très suivi, John, à l'époque. Oui. C'était rendu qu'on avait des batailles dans les gradins, des batailles sur la glace. Et puis là, c'était rendu, ça se répercutait chez nos jeunes. Alors, on a eu beaucoup de bons témoignages en commission parlementaire. On a préparé, je pense, un bon rapport qui est venu vraiment solliciter Hockey Québec sur les façons de faire. Je n'ai pas l'intention de changer tout le système, mais le système a un problème. On a pensé qu'il fallait avoir beaucoup plus de matériel pédagogique au niveau des parents, au niveau des entraîneurs, au niveau des gens qui s'occupent de la sécurité. Tous les intervenants avaient besoin d'être mieux nourris pour mieux faire. Je pense que ça a été relativement bien fait par la suite des choses. Mais il y avait aussi le fait qu'on disait qu'à ce niveau-là de hockey, ça devait être plus du hockey de participation que pour former de l'élite. Et souvent, les problèmes qu'on relevait étaient occasionnés par notre philosophie de hockey d'élite.
Tu sais, c'est des enfants, là. Mhm. Et puis, on leur inculque des valeurs quand on fait du sport comme ça. Puis on n'était pas à la bonne place. Je pense qu'il y a eu un grand coup de barre qui a été donné à ce moment-là. Et on a remercié beaucoup tous les intervenants qui sont venus nous rencontrer, des spécialistes là, qui étaient très au fait de la situation. Alors, je pense que ça s'est par la suite vraiment amélioré. En 2003, votre réélection concordait avec vos 25 ans de vie parlementaire. Et vous avez parlé à ce moment-là de la difficulté que tous les parlementaires ont de trouver l'équilibre entre leur vie privée et leur vie publique, ou bien politique et professionnelle. Quelle était votre expérience là-dedans? J'aurais probablement préféré qu'elle soit autrement, John, parce que pas beaucoup de gens, je pense, qui peuvent se targuer de dire qu'ils ont atteint cet équilibre-là. Quelqu'un qui fait carrière, à tout le moins dans un comté comme celui que je représentais. En région, comté rural, ça pose des exigences qui dépassent l'ordinaire pour être capable de se maintenir député. Alors, c'est des travaux de l'Assemblée, mais c'est aussi être omniprésent dans le comté, là, mais à foule d'activités. Et c'est un prérequis. Tu peux être un très bon député à l'Assemblée nationale puis pas être élu dans ton comté parce que faute de présence dans un comté rural. Et donc, d'établir un équilibre avec l'aspect familial. Moi, mes enfants sont tous nés avant ma deuxième élection. Alors, là, ils ont grandi là-dedans. Et il y a beaucoup de temps que j'ai consacré à la vie politique que je ne consacrais pas à mes enfants. Moi, je pense qu'il y a eu une carence à un moment donné. Je pense que l'absence se fait sentir, qu'on le veuille ou non. Parce qu'il y a une période où les enfants nous suivent, là, nous accompagnent, mais il y a d'autres périodes où c'est fini. Là. Oh, papa, on ne veut pas d'affaires là, on ne va pas là. Exactement. Même deviennent un peu critiques par rapport à la façon dont tu t'attribues de tes tâches comme parent également. Genre, où t'étais? Oui, où t'étais. Bon, alors, moi, je pense que l'équilibre est très difficile. Cependant, il y a des nouvelles affaires qui se passent, comme par exemple le nouveau calendrier de l'Assemblée nationale qu'on a adopté. Beaucoup plus propice à quelqu'un qui a une jeune famille, qui est en politique, parce qu'au moins, on s'est arrimé sur les périodes scolaires, sur les vrais congés. Tu sais, je me souviens, mon début, on était député, on siégeait quasiment à Noël. Ouais, tu es arrivé dans la famille, puis disant, les gens étaient dans la dinde, puis tout ça, puis toi, tu arrivais encore avec tes affaires de diable et aux vaches à l'Assemblée nationale. Ouais, tu on dis, finissait pas le de bon 22-23 décembre. 22-23 décembre, on siégeait de nuit, des filibustiers qui ne se terminaient plus, on siégeait les vendredis. Écoutez, le calendrier était ajusté vraiment. Vraiment, je trouve que c'est facilitant pour les gens qui ont des familles et puis qui veulent s'en occuper. Mais même si on dit ça, surtout après que tu as acquis certaines responsabilités, que tu sois ministre ou d'autres présidences de ci ou de ça, ça requiert du temps. Beaucoup de temps. Malgré toutes les formules nouvelles là, de communication, il n'y a rien pour remplacer le contact humain. Et donc, les députés sont... C'est une tâche très exigeante. Est-ce que l'équilibre peut s'atteindre? Probablement, mais il faut en faire un objectif au même titre que ton objectif politique. Et moi, je pense que ça a été carrément débalancé à un moment donné où c'était vraiment ma carrière. Alors, mais la vie est bien faite parce que aujourd'hui, j'ai pris une retraite en assez bonne forme. Je côtoie mes enfants sur une base hebdomadaire. J'ai des petits-enfants qui nous rapprochent aussi de nos enfants. Alors, la vie, en ce sens, est bien faite. Il y a un retour, il y a un juste retour. Mais il y a des beaux moments aussi, familiaux, qui vraiment, on les a manqués parce qu'on faisait autre chose, qu'on croyait bien. Je pense que c'est correct que je l'ai fait. Mais en même temps, quand on fait un retour, on dit, bien, ça aurait peut-être pu être un petit peu plus équilibré, puis j'aurais peut-être gagné mes élections quand même. On ne sait pas. Au début 2005, vous avez dû quitter temporairement votre poste afin de faire traiter un cancer de la glande thyroïde. Mais ce n'était pas votre première
défi santé. Voulez-vous en parler? Bon, quelque peu, disons, j'ai pas été trop chanceux parce que j'ai eu une tumeur à l'hypophyse déjà Oui. qui m'a occasionné beaucoup de problèmes. Et même à l'époque, j'avais vu M. Bourassa pour lui dire que si j'étais en proie de très violents maux de tête, et je pensais même devoir quitter mes responsabilités de whip, mais aussi à l'époque, même comme député, ça allait vraiment pas bien. Mais l'opération que j'ai subie pour l'hypophyse, bon, comme par miracle, là, a éliminé mes maux de tête par la suite. Donc, là, c'est avec beaucoup de médication, mais c'était une convalescence assez longue dans ce cas-ci. Et là, je me suis même ennuyé vraiment dans ma petite campagne à Danville. Là. Je prenais mes marches là, avec ce que j'appelais mon bacu sous le nez, parce que ça a longtemps saigné, plusieurs mois. Là, j'avais vraiment hâte de revenir. Puis, pour une première fois là, de ma carrière, j'ai eu peur de manquer mon coup. Là, tu sais, j'ai été absent longtemps, là. Puis là, j'ai dit, comment les gens vont voir ça? Puis j'ai dit, j'avais crainte de ne pas pouvoir, que les gens m'accueillent différemment par la suite, mais évidemment, ça ne s'est pas produit. Et l'autre avarie que j'ai eue, c'est un cancer de la thyroïde, mais ça s'est bien traité. Mais j'étais en poste comme ministre quand c'est arrivé. Oui. Puis j'ai eu une déception parce qu'au début, on m'a enlevé un premier lobe. Ça semblait être correct. Puis quand je suis retourné parce que j'allais voir le médecin, parce que je reprenais le travail normalement dans la semaine suivante, après au bout de 2 mois, mais là, elle dit, on va regarder l'autre parce qu'elle dit, on a expertisé ça, puis vous avez un cancer. Au début, on ne m'avait pas dit que j'avais un cancer, mais après ça, on m'a dit que j'avais un cancer. Mais là, c'est une autre opération, puis un autre 3 mois. Mais tu sais, là, j'étais en poste comme ministre de l'Agriculture. Alors, je pense que c'est Laurent Lessard qui m'avait remplacé. Puis là, on lit les journaux pareil, puis on voit la télévision pareil, puis oui. on va aller nos affaires, puis on dit... Alors là aussi, je me suis dit, comment on va revenir de ça, là, tu sais? Puis comment le premier ministre va prendre ça? Fait que j'ai eu pas mal d'inquiétudes à ce moment-là, mais maintenant, c'est sous contrôle, ces 2 affaires-là. Mais on ne souhaiterait jamais que ça arrive quand tu es en pleine carrière politique, tu sais. Puis j'étais tellement content du poste que le premier ministre m'avait donné. Puis là, je me dis, bien, tu sais, pendant quasiment 6 mois, je me retire de la circulation. Puis des clientèles exigeantes, hein. L'avenir de l'industrie de l'amiante vous a préoccupé, pas seulement à cause de l'histoire de votre père, mais à cause de votre défense de cette industrie pendant des années, des années. Aujourd'hui, quand vous regardez par en arrière, est-ce que vous croyez que votre défense de l'amiante était une cause perdue d'avance presque? Je dirais non, parce que à date, peu importe que l'amiante parte de la Russie, du Zimbabwe ou du Brésil, les gens l'utilisent à leur façon sans tenir compte de l'effet pour la santé des travailleurs, de la population. Je pense que là, en tout cas, au fil du temps, moi, j'ai découvert qu'on pourrait exiger des gens qui achetaient notre produit de faire la surveillance sur son utilisation. Mais ce qu'on pense ici, puis ce qu'on pense à travers le monde, c'est pas pareil non plus. Je me souviens d'être allé en Europe déjà dans des missions parlementaires où des édifices complets étaient mis en cocon, complètement protégés, parce qu'il y avait de l'amiante dedans. Et, mais tu sais, l'opinion publique était tellement sévère à l'endroit du produit. Là. Moi, j'ai vu des parlementaires européens qui me disaient que s'il était exposé à une seule fibre d'amiante, on secoue un tapis puis un peu d'amiante dedans, il était empoisonné. Ils croyaient. Alors, tu sais, de défaire tout ça, là, c'était pas facile. Alors, on s'est rendu compte à un moment donné qu'on aurait beaucoup d'obstacles pour notre produit, là, même à travers le monde. Maintenant, les gens sont à autre chose. Complètement. Je pense que dans ces régions-là, les gens ont pour leur dire, on va diversifier notre économie, ils sont passés à autre chose. Puis les gouvernements également. Puis je pense qu'il faut vivre de son temps. L'amiante n'est plus un produit d'avenir. Il comporte des risques pour la santé des gens, parce que mal utilisé. En 2007, vous êtes élu pour un 8e mandat. Et 31 maires de votre comté vous ont donné leur appui. C'est l'unanime pendant vos maires. Là. Vous étiez vraiment indélogeable. Un maire, c'est un vote, mais c'est plus que ça. Quand tu en as 31, ça veut dire que là, tu dégages un consensus qui est comme très intéressant. Et j'étais très fier de cet appui que les maires m'ont donné. Ils m'ont toujours donné depuis que je suis en politique. J'ai toujours été soutenu très majoritairement par le monde municipal de mon comté, parce que j'ai appris à travailler avec eux. Mais c'est de la job, hein? Et c'est du temps. Et quand je vous disais, quand on parlait d'équilibre tantôt, là, bien, ça en fait partie. Tu sais, quand tu dis, si tu as 31 maires puis une municipalité, tu t'imposes de les rencontrer à l'intérieur d'une année, bien, il faut que ça soit fait.
Puis après ça, c'est les âges d'or, puis après ça, c'est les clubs optimistes, puis après ça, c'est les salons funéraires, puis après ça, tout ça s'accumule. Mais dans le cas du monde municipal, c'est des élus, il faut toujours se souvenir de ça. C'est des gens qui, eux autres aussi, sont allés au bâton, se faire élire, qui ont des responsabilités, puis qui ont le droit de nous questionner, puis de poser certaines exigences par rapport à ce qu'on doit leur livrer. Mais il faut accepter que c'est un genre de gouvernement. Là. Une municipalité, c'est un gouvernement municipal. Et qu'elles soient petites ou grandes, les municipalités ont le droit, moi je pense, à ça. Il ne faut jamais les traiter de haut. Alors, j'ai toujours fait ça. Alors, c'était... Il y avait raison de le mentionner. C'était assez exceptionnel, mais j'en étais comme très fier aussi. Au même moment, en 2007, vous êtes devenu membre d'un club très sélect de députés qui ont servi pendant plus de 30 ans. Vous avez dû être vraiment fier à ce moment-là. Oui, ça a été particulier. C'est-à-dire, je me souviens, chez nous, on a souligné les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ouais. Les 30 ans, là, c'était inespéré. Je ne pensais vraiment pas faire carrière aussi longuement en politique. Et tous les témoignages que j'ai eus, c'était renversant. C'était touchant. Touchant. Après autant d'années, d'avoir autant de gens autour de nous qui nous aiment. Tu sais, il y a comme une relation qui s'établit là, de soutien, entre autres avec les électeurs, mais les organismes, tout le monde dans mon comté qui était... Eux autres aussi étaient fiers de ça. Ça, c'est spécial aussi, parce que chaque fois que j'ai eu une nomination ou une rétrogradation, ça devait arriver une fois, les gens, ils sont fiers de ça. Puis quand on est malheureux, on les sent malheureux aussi. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que ça se passe quand on veut durer en politique. Il faut que les gens, on les fasse vibrer. Il faut qu'ils sentent qu'on est là pour eux. Et après que ce chemin-là est fait, là, la loyauté s'installe. Il y a une loyauté exceptionnelle des électeurs à l'endroit de leurs députés. Je pense. En tout cas, dans mon cas, ça s'est fait. Et très heureux que ça a été comme ça. Et 30 ans de vie politique. Quand je suis arrivé en 1973, je n'ai jamais pensé que je ferais 30 ans en politique. Et j'ai extensionné quelque peu parce que M. Charest voulait absolument que je me représente. Et puis, j'ai dit, je vais trouver quelqu'un, mais il ne voulait pas. Il dit, je me représente, je me suis représenté. Mais c'était un mandat qui m'a... Il était difficile le dernier parce que j'étais moins patient. Je me disais, des fois, je me disais, j'ai-tu bien fait de continuer de faire l'autre mandat? Je me fatiguais plus rapidement. Même des fois, à la job de présidence, des fois, je me sentais magané physiquement. Ouais. Je trouvais ça dur. Puis pourtant, quand je suis arrivé en politique, emmenez-en des affaires, j'ai pas peur de ça, on peut nous affronter, mais là, tout m'affectait. Beaucoup plus. Alors, il y a peut-être le message là, que j'ai eu à ce moment-là de dire, bien là, je pense que c'est réglé, là, la prochaine fois, je ne serai pas. Même si M. Charest me le demandait. Et c'est ça, en 2008, fin 2008, le gouvernement a décidé de vous faire élire président de l'Assemblée nationale. L'opposition n'était pas content et ils ont forcé le gouvernement, qui était minoritaire, à accepter l'élection de François Gendron à votre place. Comment avez-vous vécu cet événement? Moi, j'ai eu de la peine parce que moi, j'ai toujours valorisé l'institution. Je pense pas que ça aurait dû se passer, mais il y a eu une alliance entre le Parti québécois et puis l'ADQ de M. Dumont à ce moment-là, qui a fait en sorte que j'ai dû m'apprendre la fois suivante. Oui. Mais j'aurais donc préféré que ça se passe pas comme ça. Le signal, à mon avis, que les deux oppositions ont voulu envoyer, c'était de faire prendre conscience à M. Charest qui était dans un gouvernement minoritaire. Et que c'est pas parce qu'ils vont demander des choses que ça va passer. Eux autres, ils ont vraiment identifié la présidence, Yvon Vallière, à une décision de Jean Charest. Oui, mais est-ce qu'à ce moment-là, il y a des gens qui prétendent qu'ils n'avaient rien contre vous? Mais c'est la façon que M. Charest a fait l'annonce dans un congrès du Parti libéral, plutôt que de leur parler avant, que c'était vraiment un vote contre lui que contre vous. Oui, c'est ça. Ça a été c'est la preuve, John, que dans ces affaires-là, le souci du détail est important. En politique, le détail, ça compte. L'année suivante, comme vous dites, vous devenez finalement président de l'Assemblée, mais c'était au début, je pense, d'une période où
le travail du président était devenu presque impossible vu l'atmosphère en chambre. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ou... Non, vous ne vous trompez pas, John. C'est une atmosphère très... C'était orageux. Oui. Orageux. Pas beaucoup de collégialité entre les formations. C'était... Zéro collégialité. Zéro. Alors, tout ce que je vous disais, des beaux moments qu'on vivait en politique, là, Oui. on avait beaucoup de difficultés à revivre ça. Mm-hmm. Et c'était séance après séance après séance. Et il y avait tout l'aspect de la demande d'une enquête publique Oui. sur le dossier de la construction. Alors, c'était tous les jours. Alors, ça devenait comme... Il y avait beaucoup d'agressivité dans l'air. Et moi, je ne suis pas un individu, une personne d'agressivité. Je suis une personne de compromis, puis de jovialité, puis d'acceptation entre nous. J'ai trouvé ça difficile, cette période-là, entre autres au niveau des termes, le langage utilisé. Oui. Plus que du langage de basse-cour à certains moments donnés. Alors, j'ai demandé beaucoup de retrait de propos. J'ai chassé certains mots qui ne peuvent plus être prononcés à l'Assemblée nationale. J'essayais de les voir individuellement pour qu'on essaie de... dès qu'il tombait dans l'arène, c'était différent. C'était pire que chat et chien, des bouts, là. Puis le langage utilisé était un très mauvais exemple à donner aux gens qui nous écoutent, puis les gens qui nous rapportent, également les journalistes c'était devant eux tous les jours. Alors, j'ai trouvé ça une période excessivement difficile. Puis même à un moment donné, en 2011, le Parti québécois a menacé de demander une vote de confiance à votre égard. Oui. C'est là que je suis parti, John. C'est pour ça que vous êtes parti? Ah oui. En 2011, c'est le 1er avril 2011 que j'ai quitté. Parce que je me suis dit, voilà l'occasion de donner un signal. Ils vont arrêter ça, là. Ça n'avait plus de bon sens, là. À tout bout de champ, il y avait remise en question de l'indépendance de la présidence. En dernier, là, c'est comme si la présidence était devenue partisane. Oui. Mais jamais je n'ai été partisan comme président. Mais je ne pouvais pas accepter cette attitude-là, plus particulièrement de l'opposition. Mais j'avais décidé à ce moment-là, honnêtement, qu'il n'y aurait pas une autre fois. Je ne serais pas candidat à nouveau. C'était décidé. Quand j'ai quitté la présidence, j'étais tellement décidé que quelqu'un d'autre prendrait le relais dans le comté de Richmond. Mais ça doit être extrêmement difficile de décider de mettre fin à 30 années de votre vie. Oui, en fait, c'est 34 ans. 34 ans, 4 mois. Mais il faut se préparer psychologiquement, mentalement, beaucoup à l'avance. Okay. Beaucoup à l'avance. Parce que moi, dans l'autre mandat, j'avais commencé à préparer ça dans ma tête. Le premier ministre m'a convaincu de revenir, ce que j'ai fait. Mais après ça, après la présidence, là j'ai travaillé ça beaucoup. Puis même si j'avais bien travaillé, quand j'ai rencontré les médias le matin dans mon volet de circonscription, je pleurais comme un enfant. On trouvait ça dur, pareil, tu sais. Pas tout du monde que je connaissais, du monde avec du plaisir, les journalistes de mon coin en même temps. Mais j'étais peu ambivalent, mais j'avais de la peine de quitter. Tout ça, là, eux autres, mon personnel. Et je n'ai pas parlé beaucoup du personnel, John, mais pour réussir, comme j'ai eu en politique, ça te prend un personnel politique là, extraordinaire. Dans le comté, surtout. Ah, dans le comté. Puis dans les ministères avec qui j'ai travaillé, des gens d'une loyauté puis d'une disponibilité exceptionnelle. Moi, je n'aurais jamais fait de carrière comme ça si je n'avais pas eu mon personnel politique aux côtés de moi tout le temps. Ils ne m'ont jamais fait défaut. Ils ont toujours travaillé au moment où je leur ai demandé. Eux autres aussi ont fait des sacrifices dans leur famille, dans plusieurs cas pour ça. Tu vois ça se déroule. Tu te prépares, mais tu te dis, ouais, c'est terminé après, c'est le terminus. Puis c'était un emploi puis une responsabilité très attachante autour de toutes ces années-là. Tu sais. Je comprends un peu mieux des fois le travailleur d'usine qui sort pour la dernière fois avec sa boîte à lunch. Ah oui. Puis il dit, je m'en vais chez nous. Il a passé une vie dans une entreprise. Je crois que c'est de plus en plus rare de passer une vie complète dans une entreprise, mais on les voit de temps en temps, ces travailleurs-là. Puis comme moi, je l'ai vécu à titre professionnel, quasiment, là, comme député, de quitter cette arène-là
ce monde-là, parce que c'est un monde, la politique. Mais est-ce qu'on a peur, à un moment donné, de ne plus exister si on n'est pas de député? Bien, quand on ne fait que ça, oui. Oui. Sauf que moi, je suis un amateur de plein air. Tu sais, j'aime la motoneige, j'aime le camping, j'aime le canot, j'aime de plus en plus le golf. Mais là, alors, vous avez le temps. J'ai le temps. Ouais. Mais on dirait que quand on prend une décision, qu'on a peur un peu de ça, on dit, on pense pas tout ça, toutes ces belles affaires qu'on peut faire, que le temps nous permet de faire. Puis ce dégagement qu'on peut prendre par rapport à ce qu'on a vécu. Mais c'est tout un sevrage. En tout cas, moi, je prétends que ça prend quelques années avant d'être sevré et puis de regarder ça plus comme observateur que comme joueur quand tu as passé ta vie en politique. Alors, puis j'ai de mes enfants qui en font de la politique. J'ai un de mes fils qui est maire, puis l'autre est député. Puis c'est des choses qu'ils ont choisies, puis ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. Alors, je suis fier de ça également. Et pour vous, la retraite, c'est... Oui, la retraite, c'est fabuleux parce que alors, Dieu nous garde la santé quand on la prend, notre retraite, là, pour qu'on soit capable de faire des choses qu'on aime. Alors, ma conjointe et moi, Renée, là, on est 4-5 jours par semaine à faire du camping. Après ça, c'est la Floride l'hiver, on joue au golf. C'est les petits-enfants, leurs anniversaires. Il y a une autre mouvance qui s'installe. Puis, on vit au travers de ça bien, tu sais. Puis, je trouve qu'en tout cas, pour avoir fait carrière, moi, je suis privilégié d'avoir été aussi longtemps, d'avoir servi le Québec à beaucoup de niveaux, puis mes électeurs. Et puis, mais on suit un petit peu la politique quand même, parce que ça fait partie de nos gènes. Hein? On ne peut pas arrêter là-dedans à 34. En fait, j'ai été là, on dit 34 ans, John, mais il y a 5 ans où j'étais à l'enseignement, 76-81, j'étais là pareil. Là. Ouais. Il y a 40 ans de ma vie, là. Hein? Toute ma vie active là, a été passée vraiment dans le secteur politique. Alors, mais moi, je pense qu'on peut être la démonstration qu'on peut faire de la politique avec beaucoup de satisfaction, longtemps, au service des gens. Et puis, d'arriver à la conclusion que notre devoir a été fait, puis que là, on peut passer à autre chose, très franchement. Et quel accueil quand on revient, après que tu as quitté la politique, l'accueil est encore plus formidable de la part des gens. Oui. Les gens sont contents de nous revoir, contents qu'on soit à la retraite, contents qu'on soit en santé, contents qu'on ait des petits-enfants. Alors, tout ça va ensemble. Alors, c'était une belle fin de carrière. On est bien heureux. Puis, je suis heureux aussi de pouvoir contribuer un petit peu aux Archives du Québec en donnant peut-être des fois, relatant des situations que les gens connaissent peut-être un peu moins de la vie politique. Mais il faut que les gens sachent que c'est tout un boulot et que la plus belle chose qu'on peut donner à notre démocratie, c'est de la nourrir. Et de la nourrir, bien, c'est de s'impliquer. C'est de contribuer à la vie politique en s'impliquant dans une formation politique ou autrement, en donnant son point de vue, mais de jamais négliger que la parole a toujours sa place. On doit dire ce qu'on pense et puis, ultimement, aller voter. Mais si on veut une bonne démocratie, il faut que ça se fasse. Je le répète souvent, mais le respect. Il faut participer, mais dans le respect des gens. Et puis, avec des institutions dont on va continuer d'être fiers si on s'en occupe correctement. Merci beaucoup, M. Vallière. Ça fut un plaisir. Nous aussi.